En 2016, j'ai décidé de filmer et monter un manifeste sur ce qui est pour moi la passion automobile. Alors pour faire ça, j'ai acheté du matos, j'ai fabriqué des supports et j'ai pris ma voiture pour aller au Mans Classique pour la 3e fois. C'était pour moi l'endroit idéal pour vous parler de cette passion. Et finalement aujourd'hui j'ai 100 gigas de rush que j'ai jamais monté, jamais trié. Alors on pourrait voir ça comme un échec. Moi j'y vois l'opportunité de prendre du recul et d'avoir conscience de la naïveté de la démarche que j'avais entreprise. Je vous aurais dit que l'automobile ancienne c'est top et que vous devriez l'aimer aussi. Or aujourd'hui avec la sécheresse, le changement climatique, les ZFE, le litre d'essence à 2 €, on peut questionner la ferveur qu'a l'homme pour cette passion automobile. Est-ce qu'elle peut persister? Est-ce qu'elle a raison? C'est quand même curieux, non? Pour répondre à cette question, je vous propose de retourner au Mans Classique. Mais cette fois-ci, par le pouvoir de l'ascenseur social, on est en Alpha GT Junior. Cet événement est réputé pour être un des rares endroits en France où on peut voir des anciennes de course en évolution. On y ressent les sons, les vibrations, les odeurs. C'est un endroit paradoxal où se rejoignent des populations différentes et passionnées. C'est aussi un événement qui balaye toutes les époques de l'automobile. C'est donc l'endroit idéal pour commencer un voyage au travers et avec l'automobile. Pourquoi est-ce que ça passionne les foules? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas s'en passer? Qu'est-ce qui fait que c'est un objet de rêve? En 1971, Steve McQueen réalise Le Mans, film documentaire qui retrace la rivalité de 2 pilotes, du danger de la course sur fond d'ambiance du Mans des années 70. J'aime bien ce film pour le témoignage qu'il apporte. Le Mans, c'est la bagarre. En venant voir des voitures, on vient voir des rivalités, des hommes en fait. On parle de clans qui s'affrontent, Ford vs Ferrari, Porsche contre Audi, Trio avec Peugeot. On parle aussi d'accidents, avec la Mercedes de Pierre Levègue en 1955 notamment. D'ailleurs, prenez le temps de regarder ce court-métrage, ça vaut le détour. Si vous venez, faut prendre votre billet paddock pour venir voir les essais le vendredi. Le soir, on peut voir les mécanos qui règlent et réparent les voitures. C'est à ce moment qu'on retrouve la sueur, le stress hérité des grandes heures de chaque époque. C'est aussi l'occasion rêvée pour scruter les machines en détail. C'est de mon point de vue un témoignage de la créativité humaine. Au-delà des rivalités, on a sous les yeux des solutions atypiques et empreintes de savoir-faire de chaque nation. L'ingénierie, la 3D associée à l'hyperconnectivité ont lissé les savoir-faire. Les meilleures techniques se partagent, se volent. Les équipes sont plus internationales, et tout ça, ça lisse la conception. Autrefois, c'était plus exacerbé avec des Allemandes, mélange de pragmatisme et de surqualité. Les Françaises, jouant tout dans l'astuce et la démerde. Et les Américaines, débauche de moyens. En venant ici, vous avez l'opportunité de vous imprégner de ça. Et en tant que spectateur, on vit par procuration le dépassement des limites, l'incertitude, l'excitation de la course. On se sent vivant. Et la nuit tombée, on se tapit pour observer les bolides qui se fraient un chemin dans les ténèbres, à coups de projecteurs additionnels, freins rougeâtres ou flammes à l'échappement. Pour certains, c'est l'enfer qui commence. Les participants au Mans Classique ont préparé longtemps à l'avance et à grands frais leur course. Pour ceux qui commencent à voir l'avarie mécanique, c'est la perte sèche. Et ouais, pour eux, il faut que ça marche. Il faut que je vous explique qu'ici, les 24 heures ne se déroulent plus de manière continue pour tous. Afin de nous permettre de revivre toutes les époques, les voitures sont réparties sur 6 plateaux. Ceux-ci sont structurés par les grandes époques et les évolutions de règlement. En plateau 1, on retrouve l'époque d'avant-guerre avec les Bentley 4 litres 5, les Bugatti Type 35. Le plateau 2 présente des voitures plus performantes de l'après-guerre. On y retrouve des 4 chevaux jusqu'au Jaguar Type C, 300 SL. Et plateau 3 à 4, on évolue vers plus de performance jusqu'au plateau 5 qui commence en 1966. Il s'agit de loin des plateaux les plus populaires en ce qu'il mélange une très haute performance et de l'esthétisme.
Par la suite, les voitures mutent pour se spécialiser encore plus, la technique va plus loin. Et on ressent vraiment une rupture qui s'achève en 1981 avec des monstres ultra bruyants qui ont laissé une part à l'esthétisme. Bon, après ça commence. On forme la pré-grille pour le départ au sprint. C'est le moment de se trouver une place dans les gradins. C'est un élément marquant des 24 heures qui est rejoué jusque 68. S'il est pris un peu à la légère aujourd'hui, il participe quand même au cachet de l'expérience. Et je peux vous dire qu'en tête, c'est pas la même tambouille. J'ai eu l'occasion de voir partir les GT40 en 2006 pour les 40 ans, juste derrière les stands, et je m'en souviendrai toute ma vie. Et votre visite, elle peut vite se transformer en quête. Votre combat, ce sera de trouver le meilleur spot pour revivre l'expérience. Ce spectacle rare de 2006, c'était ma petite victoire. Fatigué, plus de batterie, j'ai tout pris dans les oreilles et enregistré ça dans ma tête pour toute ma vie. Le groupe reformé qui passe à fond devant vous, c'est un moment incroyable. Là, c'est l'occasion de se mettre avant ou après les stands. En tribune, c'est cool aussi, mais attention, ça fracasse, surtout avec les derniers groupes. Pendant la course, on voit des groupes se détacher. Il y a toujours les voitures les plus performantes avec les bons pilotes qui sont là pour la gagne en tête. Dans ces cas-là, ça tourne fort, un peu comme à Goodwood. Et puis derrière, on retrouve ceux qui ont la grosse voiture et qui veulent pas l'abîmer, mais ils font aussi partie du spectacle. Et surtout, il y a ceux qui ont misé sur les voitures aux performances plus modestes mais qui se battent entre eux pour la catégorie. J'ai toujours eu un faible pour les outsiders et les modestes qui se donnent. On prend alors conscience de la relativité de la performance. Tu peux être le champion du groupe 4 et te faire éclater par le groupe 6. Tu peux batailler entre 4 chevaux à l'arrière du groupe 2. Cette dualité est importante et participe à ce que j'aime ici. L'essentiel, c'est de se faire plaisir. Jay Leno dit souvent « Je préfère rouler vite en voiture lente que de me traîner en voiture rapide ». En ce qui me concerne, venir au Mans classique, en ancienne, c'est un peu comme faire sa propre course. Chacun rajoute sa ferveur à l'événement. En 2016, je m'étais pressé pour que ma voiture soit prête, j'avais l'impression d'être dans les paddocks pour être prêt à temps. Et puis vous avez le trajet en ancienne avec le bruit, la vitesse réduite, pas de clim, ça demande de l'engagement tout ça. Puis petit à petit, vous rejoignez d'autres caisses cool et l'excitation monte. Je dis caisse cool car, encore une fois, quelle que soit votre monture, tout le monde reconnaît votre démarche et kiffe votre présence. Cette année, j'avais des pouces en l'air de la part de Porschistes en étant au volant de mon Alpha. Au-delà des communautés et des collectionneurs, vous faites partie des passionnés, vous êtes un vrai. C'est pour ça que pour moi, ceux qui participent au Mans classique avec des voitures plus modestes ont gagné la reconnaissance. Par leur investissement, ils nous offrent du spectacle. Chacun fait avec ses moyens et de son mieux. Objectivement, aujourd'hui, si je participais, ce serait forcément avec quelque chose que je peux me payer. On parle de Simca 8, de 4 chevaux, éventuellement de Porsche 914. Mais avec tout ça, vous serez jamais le premier du plateau. Est-ce que ça rendrait votre participation moins intéressante ? Moi, je pense pas. L'engagement vain de toutes ces équipes qui font rouler des voitures objectivement obsolètes, imparfaites, mais qu'ils font à fond, c'est l'humanité en pleine action. C'est ça qu'on vient chercher au Mans. Est-ce que la mission supérieure du Mans classique, ce serait pas de nous faire prendre conscience de la beauté de l'imperfection ? Que le monde est plus beau quand il est diversifié ? Quand on prend le temps de la course ? Je me demande souvent pourquoi la passion automobile est vive. Comment est-ce qu'elle va muter au fil des années à venir ? Est-ce qu'elle peut disparaître ? Les propos qui s'offrent à vous dans cette vidéo retracent la relativité de l'automobile à toutes les échelles. La ferveur est toujours liée à un contexte, à une situation. Quand vous venez d'avoir votre permis, la voiture que vous pouvez emprunter, c'est la meilleure. C'est celle des souvenirs. Quand vous avez votre première voiture ancienne, c'est pareil. Vous êtes embarqué, même si vous n'avez pas la plus belle ou la plus rare, vous vivez la passion.
Les voitures sont, à mon avis, un faire-valoir pour les expériences, les souvenirs, même l'autonomie, les voyages, les galères, les efforts de restauration. Ce qui compte, c'est de vivre. Au Mans, et encore plus dans les paddocks, on prend le temps de s'attarder sur des détails, sur des choses inhabituelles. On prend conscience de la rusticité d'un poste de pilotage, ou du caractère extrême des choix qu'impose la course. En ce qui me concerne, c'est en me projetant en tant qu'être humain que je pique ma curiosité. La beauté du voyage, c'est pas la course. C'est la vie qui parcourt ces machines, et l'histoire des hommes qui les ont opérées. Et plus que ça, en se baladant, on croise les gens. Surtout le samedi, c'est noir de monde. Et si on lève les yeux, c'est la diversité de profils qui éclate. On est tous rassemblés pour vivre les sons, les odeurs, mais pour se montrer aussi, finalement. Les organisateurs essayent toujours d'embarquer le public un peu en mode good avec un dress code. Mais en réalité, on est peu nombreux à porter le chapeau ou la casquette en tweed. On est toujours en France, et la moitié des gens y vont à la bonne franquette. Ça va de la chemise un peu démodée jusqu'au short t-shirt bien chamarré. Mais outre la tenue, on y ramène sa caisse. Certains brillent par leur combo de mauvais goût et de passion outrancière. La ferveur des Anglais est telle que les mecs viennent avec des caisses incroyables. Si tu vois sur le parking rouge une Vauxhall des années 20 en mode daily, c'est forcément une plaque anglaise. Les mecs, ils viennent au camping et ils y restent coûte que coûte. Leurs 24 heures, c'est teaser toutes les putains de bières de roast beef qu'ils ont chargées en mangeant des french fries de roast beef achetés à la roulotte anglaise qu'ils ont fait venir. Ils sont incroyables. Et puis t'as des mecs qui pioncent dans leur sac de couchage au bord de la piste, t'imagines? T'es bourré de bière, t'as fait une insolation, tu commates dans ton linceul et t'as des brrrr qui te défoncent la tête, c'est n'importe quoi. Bon, ça, c'est le côté un peu beauf de la manif. Mais encore une fois, c'est la société qui est comme ça. À chacun son plaisir. Pour moi, c'est à chaque fois l'opportunité d'aller discuter avec des gens intéressants, plein d'expériences. Cette année, un grand merci à l'accueil de la Renault 4 chevaux. J'ai eu le plaisir de discuter de la construction des autos, des configs moteurs, des adaptations au règlement pour assurer une belle course. Franchement, c'était hyper sympa et ça m'a donné envie. Et puis un grand merci aussi à Daniel et sa femme. Croisés sur le parking rouge, au moment du pique-nique le soir, le gars qui a fait de la compétition et qui a une tonne d'anecdotes bien utiles et de souvenirs à partager. Les bons conseils aussi, pour prendre conscience des frais qu'il faut pour équiper et pour permettre à une caisse de tourner en compétition. Et merci aussi aux amis, croisés, ou pas d'ailleurs, ça et là, pour des échanges de points de vue, des rires. Bon, et pour finir, les événements auto ne font pas l'unanimité. Ça fait du bruit, du monde. Et pour les nouveaux engagés de l'écologie, ça pollue, c'est une hérésie. C'est vrai tout ça. Mais j'aime y voir la parenthèse qu'ils offrent à des gens heureux d'être là, loin de la guerre, des incendies, des inégalités, de la retraite à 65 ans. Il y a des jeunes qui découvrent ce que c'est qu'une type D, des vieux qui rajeunissent le temps d'un week-end, et puis des couples qui partagent, des bobos qui paradent, des riches, des moins riches. C'est en partageant, en discutant que la passion se transmet et qu'elle vit, qu'on vit. Les années qui s'annoncent vont être de plus en plus compliquées à cause des changements qui touchent le monde. On va devoir s'adapter, mais la passion peut trouver des moyens d'exister, de se transformer. Et ça passera par vous. Alors s'il vous plaît, kiffez, parlez, roulez, bricolez. C'est l'humain qu'on a besoin. Donc si ce point de vue vous a plu, c'est que tout n'est pas perdu. Et si vous en voulez encore, abonnez-vous. La prochaine vidéo arrive d'ici un mois. En attendant, n'hésitez pas à donner votre point de vue en commentaire, ce sera utile. Et puis si vous avez envie de participer, écrivez sur l'Insta qui s'inscrit juste en dessous. En attendant, je vous dis à la prochaine. Be seeing you.